L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer l'interview de Gary Neville et du patron de Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Un interview qui est explosif. Un interview où le patron de Ineos, il dit les 4 vérités. Il nous a fait lumière sur tous les problèmes du club. Il nous explique les choix. Il admet les erreurs, que ce soit leur erreur, c'est-à-dire Ineos, ou bien les erreurs précédentes. Il explique aussi l'avenir du club. Et il revient aussi sur le projet du nouveau stade. Donc, soyez attentifs car ce qui va se passer risque d'être explosif. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un interview intéressant et explosif, le patron de Ineos nous livre toutes les explications que nous, les fans, on avait besoin. On avait besoin d'explications sur différents choix. Il parle de tous les points noirs de Manchester United ces dernières années et nous livre une explication intéressante. Restez à l'écoute jusqu'à la fin si vous voulez avoir toutes les réponses nécessaires à vos questions. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné d'abord 2 commentaires et je vais vous en parler tout de suite. Le premier commentaire du jour vient de Malik Dream. Moi, je ne peux pas concevoir Haaland avec son occasion à la 93e minute, mais on dirait qu'il était dans son salon, il est trop minable, il n'a plus sa place dans le feuille de match. Tout à fait d'accord. Parce que Haaland, ça fait quoi? Ça fait 19 matchs sans marquer de but, toutes compétitions confondues. Il est clairement perdition. Il est en manque de confiance. Mais on a déjà remarqué ses lacunes, ses absences dans le dernier tiers, c'est-à-dire dans la surface adverse. Notamment l'année dernière, on a déjà vu cela. Mais après, ça pouvait se justifier encore l'année dernière parce qu'il n'était pas tout le temps servi. Et ici, justement, c'est pas seulement ce problème-là. Et si aussi, c'est un problème de placement, d'appel de balles, etc. Donc, on a déjà vu ces lacunes-là l'année dernière. Mais on a dit, bon, il a fait une bonne saison, une bonne première saison. Donc, il va forcément s'améliorer. C'est un jeune joueur. Il avait quoi, 20 ans à l'époque. Donc, il va forcément s'améliorer. Sauf que cette saison, c'est pire. Donc, en fait, le joueur, il est en perdition totale. Ça explique ses mauvais choix. La manière dont il tombe tout le temps. Il n'est pas solide, il n'est pas physique. Et il n'est pas finisseur comme à sa première saison. Donc oui, pour moi, Haaland, il doit plus être le premier choix, voire le deuxième choix de l'entraîneur. Pour moi, Haaland, il passe à la 3e. Donc, il y a Obishido, il y a Zirkzee, et il y a d'autres jeunes. Donc voilà, Haaland, voilà. Mais après, on va revenir justement dans le deuxième commentaire du jour, celui de Prince Aladdin. Donc, bonsoir mon frère mancunien. En ce qui concerne les jeunes, soyons patients. Il y a une mauvaise atmosphère actuellement à Manchester pour moi. Faut attendre la saison prochaine. Exactement. C'est vrai que cette saison, l'atmosphère de l'équipe est vraiment mauvaise. Donc, mais ça peut être aussi une occasion pour lancer les jeunes. Justement, en fait, moi ce que je dis, lancer les jeunes, c'est pour se préparer à l'année prochaine. Parce que cette saison, à part l'Europa League, il n'y a plus vraiment d'enjeu.
Donc, autant faire confiance aux jeunes. C'est ce que je me dis. Mais après, tu as tout à fait raison sur le fait que l'atmosphère du club est tellement mauvais que il est préférable de le lancer pour l'année prochaine. Donc, je suis tout à fait d'accord à un point. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait les tours des deux commentaires que j'ai sélectionnés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler tout d'abord du nouveau stade. Parce que ça y est, c'est officiel. Manchester United va construire un nouveau stade. Donc, officiel. Manchester United annonce la construction d'un nouveau stade de 100 000 places comme pièce maîtresse de la régénération de la zone d'Old Trafford. Donc, c'est un très très beau stade. Ça va faire du stade de Manchester United le plus grand du pays. Et là, vous avez à peu près à quoi ça va. C'est quoi le visuel du stade. Donc, c'est très très beau visuellement et surtout ça va créer beaucoup plus de place. Donc, quand on connaît aussi que Old Trafford c'est vieux, il y a quoi. Ça commence à avoir beaucoup de dégâts, les fuites d'eau, les rats qui sont présents, etc. Donc, régénération, une construction plutôt d'un nouveau stade, ça me plaît. Parce que je vais vous expliquer le contexte. Old Trafford, c'est un stade mythique de Manchester United. Il y a toute l'histoire du club dans ce stade. Mais je pense qu'il est nécessaire de fabriquer un nouveau stade parce que tôt ou tard, on va le faire. Tôt ou tard. Donc, pourquoi pas le faire maintenant? Et surtout, je me dis que Old Trafford, ça a ses propres histoires, etc. C'est mythique. Et ça me déchire le cœur de voir que Old Trafford va être détruit et qu'il va être remplacé par un nouveau stade. Ça me déchire le cœur. Mais après, je me dis aussi, peut-être qu'il est temps aussi de ne pas ressasser le passé et de se concentrer sur l'avenir. Nouveau coach, nouveau staff, nouveau direction, nouveau patron et nouveau stade. Et réécrire une nouvelle histoire avec ce nouveau stade. Donc moi je vois les choses plutôt comme cela. Après je suis d'accord avec certains fans mancuniens. Hein. Je suis d'accord sur le fait que Old Trafford c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'il fallait le rénover. Mais bon, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Old Trafford va bientôt tirer sa révérence. Donc, on assiste à ces derniers instants. Maintenant, la question que je me pose, en fait, c'est ça. Si Old Trafford va être détruit, parce que dans la zone où il est actuellement, ça sera là qu'il va être fabriqué ce nouveau stade. Donc, sûrement, il va être détruit. Manchester United va disputer ses matchs où? À domicile. Est-ce qu'on va discuter avec le voisin pour voir s'ils peuvent nous louer leur stade de temps en temps? Ou bien est-ce qu'il y a une autre stade à Manchester United qu'on peut louer? Ou bien est-ce qu'on va faire comme le Real Madrid à l'époque où ils ont rénové le Bernabéu, jouer leur match à domicile dans le centre d'entraînement? Donc je me pose beaucoup de questions pour cela parce que le projet de la reconstruction, ça va quand même durer à peu près 5 ans. Donc pendant 5 ans, on va disputer nos matchs à domicile où? Tiens, c'est une belle question celle-là, parce qu'on n'a pas encore de réponse concernant ça. Donc, Sir Jim Ratcliffe, aujourd'hui marque le début d'un voyage incroyable, passionnant vers la livraison de ce qui sera le plus grand stade de football du monde, au centre d'un Old Trafford régénéré. Notre stade actuel nous a brillamment servi au cours des 115 dernières années, mais il s'est laissé distancer par les meilleures arènes du sport mondial, en construction à côté du site existant. Nous pourrons préserver l'essence d'Old Trafford tout en créant un stade ultra moderne qui transformera l'expérience des supporters à quelque chose
à quelques pas seulement de notre maison historique. Donc voilà. Tout aussi importante et opportunité pour un nouveau stade d'être le catalyseur du renouveau social et économique de la zone Old Trafford, en créant des emplois et des investissements, non seulement pendant la phase de construction, mais aussi de manière durable lorsque le quartier du stade sera achevé. Le gouvernement a fait de l'investissement dans les infrastructures une priorité stratégique, en particulier dans le nord de l'Angleterre, et nous sommes fiers de soutenir cette mission avec ce projet d'importance nationale et locale. Et oui les amis, en fait ça sera tout le quartier qui va être rénové. Donc en fait, le nouveau stade, ça va être le centre de ce quartier. Donc j'imagine que ce quartier, il va être fabriqué de manière à faire briller ce nouveau stade. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui en est, hein, parce que entre une maquette et l'actualité, il y a forcément une petite différence. Donc j'ai vraiment hâte de voir cela. Et peut-être même que quand ça sera fait, j'imagine vers 2032 par là, peut-être même que je vais me déplacer là-bas pour regarder un match dans ce nouveau stade. Et peut-être même que je vous ferai un vlog pour expliquer, pour montrer les sensations qu'on a dans ce nouveau stade, de tout ce qui est bénéfique, etc. On en parlera, c'est encore dans 5 ans, on verra où est-ce que ça en est. Donc c'est intéressant, ça me hype ce nouveau projet, parce que quand on connaît le quartier de Old Trafford maintenant, la zone, c'est un peu vieillissant. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont transformer tout cela en une structure architecture ultra moderne. Donc voilà. Donc Omar Beralda, sur le financement du stade, c'est encore tôt, et en tant que PLC, nous ne pouvons pas trop spéculer sur le financement. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que pièce maîtresse, il s'agit d'une opportunité d'investissement très attrayante. Nous sommes convaincus que nous trouverons un moyen de financer le stade. Donc, c'est vrai que c'est pas que c'est rendu officiel aujourd'hui que les travaux vont débuter ce mois-ci ou le mois prochain. Il faut un peu de temps. Et évidemment, là, Omar Beralda nous parle de investissement. Ça, je m'inquiète pas trop, parce que je pense que avec ce projet, et surtout la vidéo qui a circulé, notamment je l'avais fait en short pour ceux qui ont vu, le projet est vraiment très attrayant. Donc je pense que beaucoup d'investisseurs vont se présenter. Et je pense que le projet pour le nouveau stade va débuter la saison prochaine, début de saison prochaine. Donc voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de questions à régler avant de commencer le projet. En tout cas, très intéressant les gars. J'aime beaucoup. Donc, Sir Alex Ferguson aussi est revenu dessus. Manchester United doit toujours viser le meilleur sur le terrain et en dehors. Et cela inclut le stade dans lequel nous jouons. Old Trafford renferme tellement de souvenirs spéciaux pour moi personnellement. Mais nous devons être courageux et saisir cette opportunité de construire un nouveau domicile adapté à l'avenir où une nouvelle histoire peut être écrite. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure les gars. En fait, au bout d'un moment, Old Trafford, en tant que fan, c'est quelque chose. Il y a tellement de souvenirs dans ce théâtre des rêves. Mais il faut que on arrête de vivre au passé. Il faut que on se mette aussi à jour, parce que des gros clubs, Real Madrid avec Bernabeu, Bayern avec Allianz Arena, ils ont tous des stades ultra modernes. Donc il est temps aussi pour que Manchester United
créer ce genre de maison, de stade. Et avec ce nouveau stade, réécrire l'histoire. Donc voilà, moi en tout cas, je suis très hypé par ce projet. Parce qu'il était temps. Dans tous les cas, quand on veut ou on veut pas, un jour ou l'autre, Old Trafford va être détruit. Donc autant que ça se fait maintenant. Comme ça, on aura tout le temps pour réécrire l'histoire derrière. C'est mon avis là-dessus. Donc voici quelques images du projet, du maquette. Donc c'est tout simplement incroyable. Et il y a beaucoup d'argent dans ce projet. Là, on estime que cette construction de nouveaux stades va coûter à peu près 2 milliards de livres. Donc, mais c'est impressionnant les photos. C'est impressionnant, j'aime bien. Donc, quelques photos de la maquette présentée aux médias. Encore une fois, avec une espèce de filet sur la partie haute. Ça, j'imagine que c'est pour éviter la pluie. Donc, voilà. Je pense que les architectes, ils ont vraiment travaillé non seulement sur le design, sur l'architecture, mais sur les détails de ce stade. Parce que avec ce nouveau stade, on a l'impression d'être tout proche des joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation justement, mais avec beaucoup d'écrans sur le milieu, donc on a vraiment cette impression d'être au plus proche des joueurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir la sensation qu'on va avoir dans ce nouveau stade. Parce que moi, je pense même que ce nouveau stade va être le stade le plus incroyable qui va être fait. Donc voilà. Maintenant, il faut écrire l'histoire dans ce nouveau stade, encore une fois. Parce que si on fait comme un Tottenham construire un stade, pour au final 0 trophée dans ce stade-là, vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas, voilà, il faut avoir de l'ambition. Donc, Lord Norman Foster estime que la construction d'un nouveau stade prendra 5 ans. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et même cette photo-là, elle est incroyable aussi. Vous imaginez une petite... il y a le petit fleuve là qui passe juste devant le stade et il y a des bancs. Même ce qu'il prévoit à l'extérieur du stade, ça reste très très beau à voir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans 5 ans, quand ça sera fait. Mais en tout cas, ça va être incroyable. Voilà, pour ce qui est du stade, j'ai fait le tour. Maintenant, nous allons attaquer cette interview explosive de Sir Jim Ratcliffe et de Gary Neville. Dans cette interview, ils ont abordé plusieurs points. On se posait beaucoup de questions sur pourquoi on vire des personnels, plus de 250 personnes qui ont perdu leur taf, pourquoi faire? Oui, pour des raisons économiques, mais en fait, là, ils rentrent vraiment dans les détails. On s'est posé des questions sur le fait d'acheter des joueurs qui ne sont pas adaptés. On s'est posé des questions sur le fait d'avoir choisi Ruben Amorim alors qu'on a des joueurs qui ne sont pas adaptés à son système. On s'est posé des questions sur le fait de maintenir Erik ten Hag. Et on s'est posé des questions sur le fait que pourquoi Manchester United est en déficit économiquement. Donc, dans cette interview, ils ont abordé tous ces thèmes-là. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant et on a vraiment toutes les réponses qu'il nous faut. Donc, restez vraiment jusqu'au bout parce que vous n'allez pas être déçus. Donc, j'aime beaucoup Ruben Amorim. C'est un homme très réfléchi. Chaque fois que je vais au centre d'entraînement, je parle à Ruben. Je m'assois, je prends une tasse de café avec lui et je lui dis ce qui va pas. Et il me dit d'aller me faire voir. Je l'aime bien. Donc voilà. Ça montre aussi le fait que Ratcliffe
il était impliqué dans le choix de Ruben Amorim. Et ça montre aussi le fait que les deux personnes, ils sont un peu taquins. C'est-à-dire, ils aiment se charrier parce que quand ton patron te demande, t'explique les problèmes, toi tu lui dis va te faire voir, c'est que ils s'entendent plutôt bien. Il y a plutôt une bonne alchimie entre les deux personnes. Donc ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, quand il a dit ça, ce discours-là, il était plutôt, il l'a pris avec beaucoup de humour. Donc avec beaucoup de joie. Donc ça montre encore une fois que les relations entre les deux personnes sont vraiment connectées. Donc là il est revenu Jim Ratcliffe sur qui a recruté Ruben Amorim. Donc il nous dit Omar Beralda, Jason Wilcox et moi-même. C'est-à-dire que les trois personnes, ils ont pris la décision ensemble. Donc voilà, ils savaient ce qu'ils ont fait en fait. Ils savaient que Ruben Amorim, certes, c'est un coach qui a un style de jeu et que les joueurs de Manchester United ne sont pas adaptés à cela, mais c'est les trois personnes qui ont pris cette décision. Donc voilà. Donc, Jim Ratcliffe, une erreur de continuer avec Erik ten Hag. Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet à l'époque. Ce n'était pas seulement la finale de Cup, mais il y a eu une réaction émotionnelle. Les supporters étaient clairement d'avis de le garder. Mais oui, c'est une erreur. Voilà. Donc, la question que je me suis toujours posée sur le fait pourquoi ils ont gardé Erik ten Hag, il vient de le répondre. C'est que ils ont pris une décision et ils l'assument. Hein. Il assume avoir pris une décision, mais derrière, il assume que c'était une erreur. L'être humain peut faire des erreurs, mais il faut les reconnaître. C'est ce qu'il fait. Donc, évidemment aussi dans le processus, il disait que les supporters étaient d'avis. Moi, je dirais qu'à l'époque, c'était 60-40. 60% des supporters de Manchester United étaient pour garder Erik ten Hag parce qu'il a rapporté une FA Cup, une Carabao Cup en 2 saisons. Et ils se sont tous dit, imaginez que la 3e saison, il va nous ramener l'Europa League. C'était une erreur. Donc il est revenu sur s'il soutient les décisions d'Amorim concernant Sancho, Rashford, Garnacho quand il l'a écarté du groupe. Oui, je pense qu'il fait ce qu'il faut avec les joueurs. Il est en charge du vestiaire, le boss est le boss. Il doit mettre en place des principes et les faire respecter. Donc, ça montre encore une fois que Ineos, tout le board de Manchester United, est d'accord sur les décisions prises par Ruben Amorim. Donc, ils sont tous soudés. Ils soutiennent toutes les décisions de Ruben. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, il est revenu évidemment sur les arriérés de transfert à rembourser. Cet été, nous allons acheter Anthony, Sancho, Casemiro, Martinez, Højlund, Onana et ils coûtent tous environ 17 millions de livres chacun. Même si nous n'achetons personne, nous achèterons, c'est-à-dire payer ces joueurs. Vous imaginez, les gars? 17 millions chacun pour Anthony, Sancho, Casemiro, Martinez, Højlund, Onana. Ça, ce qui fait à peu près vers les 80 millions de livres qu'on va juste débourser pour payer ces joueurs-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas l'histoire,
certes, on a acheté par exemple Anthony à 100 millions, mais on a échelonné le paiement, c'est-à-dire on paye telle somme cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Et on a fait quasiment pareil à tous les joueurs qu'on a achetés. Donc il y a 17 millions chacun qu'on doit payer, ce qui fait beaucoup. C'est dû aussi à des décisions que l'ancien board a pris. Donc c'est dû à cela aussi. Donc, il y aura un budget pour lui, c'est-à-dire pour Amorim cet été. Je ne vais pas le divulguer. Bien sûr, ce budget change en fonction de qui il pourrait décider de vendre parce que cela complétera le budget. Donc, il y a évidemment l'enveloppe. C'est ce que j'avais dit sur un de mes vidéos, je pense, il y a une semaine. C'est que on a une enveloppe qui est déjà tout prêt. Mais pour compléter cette enveloppe, pour vraiment faire une Mercato XXL, il faut vendre certains joueurs. Donc, il nous le confirme encore une fois. Et voilà. Donc, il est revenu évidemment pourquoi ça n'a pas marché avec Dan Ashworth. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais on va dire qu'il n'y avait pas d'alchimie. C'était une erreur et on a décidé de changer. Là, encore une fois, il admet cette erreur. Ils ont pris encore une fois une mauvaise décision concernant Dan Ashworth. Et ils ont remarqué que ça allait pas fonctionner, il n'y avait pas d'alchimie, donc ils se sont dit on va se séparer de lui directement. Donc oui, il y avait eu d'argent dépensé, mais si tu vois vraiment qu'il n'y a pas d'alchimie, il vaut mieux s'en séparer. Donc voilà, on a encore une fois cette réponse sur le fait que pourquoi Dan Ashworth il est parti. Parce qu'à l'époque, ils ont dit que c'était un accord mutuel. Et aussi, il y avait une chose qui est sortie sur le fait que c'est parce que lui, il voulait pas de Ruben Amorim, il voulait plutôt un coach british. Donc ça, pour le moment, je ne sais pas si c'est vrai. Donc voilà. Donc, ça peut sembler arrogant, mais je pense que je pense ramener le club où il était. J'y crois. Ce n'est pas que moi, c'est moi, Omar, Jason, Dave, Colette, les autres personnes que vous ne voyez pas, Mark Armstrong, Roger Bale. On a eu une réunion la semaine dernière et c'est un bon groupe qui est totalement focalisé sur le fait de faire retourner Manchester United à sa place. Donc encore une fois, il montre l'ambition qu'il veut. Il pense vraiment que eux, c'est-à-dire Ineos, tout le groupe, peut ramener Manchester United à cette place où il était. Donc voilà. Mais pour le ramener, il faut quand même faire du mercato, Ratcliffe, hein, parce qu'il nous manque clairement des joueurs. Donc il faut aussi faire le ménage sur le groupe de joueurs. Donc ça peut venir cet été évidemment. Et c'est à Ruben Amorim justement de décider qui vendre. C'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Et dans un interview de Ruben Amorim, il avait déjà précisé, hein, chaque joueur connaît déjà son destin. Donc voilà. On verra ce qui se passera, mais là, on a des réponses qu'on n'avait pas en fait. Et j'insiste là-dessus. Et c'est ça qui me fait vraiment plaisir dans cette interview. Ils ont abordé divers thèmes. Et ça me fait plaisir. Donc, on aurait été à court d'argent, c'est-à-dire de liquide à Noël, sans ces mesures de réduction de coûts. C'est-à-dire qu'on avait zéro sans ces réductions de coûts, c'est-à-dire par rapport à la cantine. Ouais, vous vous rappelez de cette histoire-là par rapport aux personnes qu'ils ont décidé de licencier. Donc, sans ces mesures-là, ou voire même l'augmentation du billet du stade, sans ces mesures-là, on aurait été dans le rouge. C'est-à-dire, on n'avait pas d'argent pour acheter un seul joueur pendant le mercato d'hivernal.
Et notamment aussi, j'imagine que les départs en prêt des joueurs, prêts avec d'options d'achat, prêts avec ça rapporte d'argent aussi pour le club. Donc, grâce à cela, on a pu acheter Daven et Dorgo. Et là, du coup, il va revenir sur cette histoire d'argent, d'économie du club, la manière de gérer tout cela. Donc, la structure autour d'Amorim est aujourd'hui complètement différente par rapport à Erik ten Hag. Jason Wilcox et Ruben se parlent 2 ou 3 fois par jour. Omar parle à Ruben tous les jours. Chaque fois que je vais au match, je parle à Ruben. Donc là, c'est une structure complètement différente. On connaît qui prend les décisions. Parce que, rappelez-vous, sur l'interview de Raphaël Varane, il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de structure à Manchester United. Tu sais pas qui prenait vraiment les décisions. Et là, justement, Ratcliffe, il dit que la structure, elle a complètement changé par rapport à celle de Erik ten Hag. Ça, voyez, c'est qu'il y a vraiment du boulot derrière qu'on voit pas, mais qui existe bel et bien. Donc, avoir cette confirmation-là, ça me fait vraiment plaisir. Ça veut tout dire. Ça veut dire que l'espoir renaît. Parce que je commençais à critiquer les choix de Ineos, moi. Justement, pourquoi je critiquais? Parce que j'avais pas les réponses. Normalement, cette interview devait se passer bien avant. Mais j'imagine qu'il a attendu que les fans mancuniens fassent grève à Manchester pour faire cette interview. Donc voilà, tu m'étonnes que tout le monde te critique derrière. Il fallait faire comprendre ce message aux fans depuis longtemps, pas seulement maintenant. Donc voilà. Donc Jim Ratcliffe sur le club qui doit plus de 300 millions en arriéré de transfert. Je ne connais pas le montant total exact, mais je sais qu'on va payer 89 millions de livres cet été pour des joueurs que nous, Ineos, il précise bien, nous, Ineos, n'avons pas recruté. Même si on ne recrute personne cet été, on devra signer un chèque de 80 millions de livres. Là, c'est clairement une pique pour l'ancien board. Parce qu'ils ont fait des choix de mercato complètement idiots. Que ce soit somme des achats, les joueurs qui étaient surpayés, comme Olund par exemple, des joueurs qui étaient surpayés, et chez l'Onessa, etc. C'était tous des mauvais choix. Et c'est ce qu'il veut dire par là. Ils doivent payer une somme de 80 millions de livres sur des joueurs qu'ils n'ont même pas achetés. Et ça veut tout dire. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est que, au fond, Ineos, ils font quelque chose. Mais cette interview-là, il aurait dû sortir, par exemple, départ de Erik ten Hag, il aurait dû sortir cette interview-là. Comme ça, nous les fans, on sait à quoi s'attendre. On a les réponses à nos questions. Donc les critiques vont être moins sévères. Ça par exemple, cette info-là, je ne le savais même pas. Donc voilà. Donc Jim Ratcliffe sur la mission de remporter la Première Ligue d'ici 2028. Je ne pense pas que ce soit une mission impossible. Je pense qu'il est bon d'avoir des objectifs. Et oui les amis, vous savez, dans la vie, il faut toujours se fixer des objectifs qui est élevé. Comme ça va te pousser à travailler dur pour arriver jusque là-bas. Même si tu ne vas pas atteindre cet objectif, au final, tu vas déjà évoluer énormément. Donc, même si d'ici 2028, Manchester United ne sera pas capable de remporter cette Première Ligue, on sera déjà une équipe capable de compétir pour l'obtenir. On sera là dans la course jusqu'au bout. Donc, il est bon d'avoir des objectifs. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et ça montre aussi l'ambition de Ineos. Donc, voilà.
Je suis d'accord pour dire que les décisions sur Erik ten Hag, c'est-à-dire son maintien, et Dan Ashworth, sa nomination, étaient des erreurs. Je pense qu'il y avait des circonstances atténuantes, mais en fin de compte, c'était des erreurs. Je l'accepte et je m'en excuse. Si vous regardez le moment où nous avons pris la décision concernant Erik, l'équipe dirigeante n'était pas en place depuis plus de 5 minutes. 3 mois plus tard, les choses sont devenues plus claires. Je pense que nous avons corrigé le tir et nous sommes aujourd'hui dans une situation très différente. Et encore une fois, voilà, il admet ses erreurs et il s'en excuse. Et comme il le dit, à cette époque-là du maintien de Erik, c'est que Omar Berralda, Jason Wilcox, Dan Ashworth, Christophe Vivell, ils venaient tous d'arriver. Donc certaines personnes ne connaissaient pas encore la manière qu'il a de travailler Erik ten Hag. Mais 3 mois plus tard, c'est ce qu'il dit dans son interview, l'idée était plus claire, que ten Hag n'était pas l'homme de la situation. Donc il s'excuse et d'ailleurs ils ont corrigé le tir. Parce que tout a évolué à Manchester United, notamment dans la structure. Mais évidemment, les résultats ne suivent pas encore parce qu'il y a cette manque de joueurs. Le club a dépensé plus d'argent qu'il n'en gagne au cours des 7 dernières années, y compris cette année. Si vous faites cela pendant une période prolongée, vous finissez par vous retrouver dans une situation très difficile. Là, notamment, il parle c'est-à-dire que Manchester United, il gaspille bêtement beaucoup d'argent que ce qu'il en gagne. Et c'est pour ça qu'il y avait eu cette prise de décision, par exemple, sur licencier tel nombre de personnes, changer les menus à la cantine, etc. C'est pour pouvoir économiser. Et d'ailleurs, il a aussi parlé du fait que Ferguson n'est plus l'ambassadeur du club. Il est venu voir Ferguson, c'est ce qu'il disait aussi, il a expliqué l'état des finances de Manchester United, le problème, et il lui a laissé le temps de réfléchir. Et il a même dit que 3 jours plus tard, Ferguson est venu le voir et il a choisi le club par rapport à lui-même. Donc, il a accepté. Et toutes ces mesures-là, en fait, c'est dû à des mauvaises décisions qui ont été prises pendant ces 7 dernières années. Et je suis désolé, pendant ces 7 dernières années, Ineos n'était pas encore au service. Donc voilà, mais encore une fois, je reviens sur le fait, il fallait nous le dire, tout cela depuis longtemps, pas aujourd'hui. Donc voilà. Nous ne sommes pas parfaits. Et il y a eu quelques erreurs en cours de route. Mais je pense que dans l'ensemble, toutes les choses que nous faisons sont les bonnes pour le club. C'est-à-dire que oui, ils ont commis des erreurs, mais là, ils sont en train d'apprendre de ces erreurs. Et que tout ce qu'ils font maintenant, c'est sur une bonne route, dans une bonne voie pour amener Manchester United au sommet. Et ça, j'adore. C'est une masterclass. Dans 3 à 5 ans, United sera le club le plus rentable au monde, aura le stade le plus iconique au monde, si on décide d'en construire un nouveau et gagnera des trophées. Voici ses paroles, voici ses ambitions. C'est-à-dire, dans 3 à 5 ans, nouveau stade, on va gagner des trophées, on va avoir une équipe compétitive, on va être le club le plus rentable au monde. Donc, c'est-à-dire que toutes les prises de décision qu'ils font actuellement, c'est pour l'avenir de Manchester United. S'il vous plaît. Si l'on regarde la période pendant laquelle le club a perdu de l'argent, le nombre de salariés a augmenté de 250 personnes. Une période où on perd beaucoup d'argent, les salariés ont augmenté. On dit merci qui?
Merci, c'est ça. Merci les Glazers. C'est quoi ces décisions tout pourries? Ton club, il perd de l'argent et toi, tu décides d'embaucher 250 personnes. Et là, Ratcliffe, il est revenu sur cela. Donc, vous traversez une période où vous perdiez beaucoup d'argent et où en même temps vous recrutez massivement. Cela n'a aucun sens. Vous ne faites qu'aggraver la situation. Je pense que depuis 2016 environ, les coûts de fonctionnement du club ont augmenté de 100 millions de livres. Vous vous imaginez? Au cours des 6 ou 7 dernières années, le club a perdu de l'argent. Il a perdu 320 millions de livres au cours des 4 ou 5 dernières années. 320 millions de livres. Je sais que les médias nous ont beaucoup critiqués pour certaines mesures difficiles que nous prenons en ce moment, mais c'est une nécessité absolue pour Manchester United. Voilà. Toutes ces décisions-là, encore une fois, c'est pour le bien de Manchester United. Pour rendre ce club le plus rentable possible, c'est-à-dire niveau économiquement, on va être élevé plus haut. Donc voilà, les décisions prises par l'ancien board de Manchester United, les Glazers, étaient vraiment dans le but de détruire le club. Et d'ailleurs, Ratcliffe le dit, ça n'a aucun sens. Et dans cette interview, il s'est lâché. Et ça me fait plaisir. Parce que si tu es honnête comme ça, nous les fans, on va te comprendre. Pour être clair, si nous n'avons pas mis en œuvre les projets de réduction des coûts, c'est-à-dire voilà tous les projets qu'ils ont mis dernièrement, nous aurions manqué de liquide à Noël. Cependant, nous avons réduit les coûts de fonctionnement du club d'environ 125 millions de livres, ce qui transforme le club. Et je suis tout à fait d'accord. Ah les gars, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Les Glazers, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ils ont vraiment mis Manchester United dans le trou en fait. Et là, ce qu'ils font Ineos, c'est d'essayer de nous ressortir de là. Et voilà. Mais franchement, ce qu'ils ont fait, c'est voilà, vous savez, j'ai envie d'insulter là, mais voilà, je le fais pas. Mais ils nous ont vraiment mis dans le trou. Voilà. Donc Omar Beralda, il est aussi revenu sur Amorim. Amorim a été très clair avec nous. Ruben nous a dit, voilà comment l'équipe va jouer. Je vais m'en tenir à mes principes. Je pense que c'est ce que nous voulons, c'est-à-dire un coach qui a une vision claire. Un coach qui peut travailler avec Jason Wilcox pour identifier les types de joueurs pour le système et le style de jeu que Ruben essaie de mettre en place. Donc voilà. Et oui, mais même sur les médias aussi, Ruben Amorim, il était très très clair avec nous les fans. Depuis son arrivée, il nous a dit que c'était pas ça. Même victoire 4-0 face à Everton, il a dit qu'il va y avoir beaucoup de boulot. Et ce en fait, c'est depuis le début qu'il a été très 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 clair. Donc ça me fait vraiment plaisir de tout ça. Donc, j'aime beaucoup Ruben. Il a hérité d'un effectif sur lequel il n'a eu aucune influence. Et l'effectif n'est pas nécessairement conçu pour la façon dont il joue au football. Et l'anglais n'est pas sa langue naturelle. Et il n'a jamais évolué en première ligue auparavant. Et il gère le plus grand club du monde. Et c'est un endroit difficile et c'est un jeune homme. Si vous prenez tout cela en considération, je pense qu'il fait un travail remarquablement bon. Donc voilà. Il a dit tous les termes selon moi.
Là, il admet le fait que Ruben Amorim, il est venu à Manchester United malgré que il n'avait pas les joueurs. C'était une équipe qui a été pas choisie par Ruben Amorim. Mais malgré tout, il dit que il fait un bon travail. Donc la confiance que Ratcliffe place en Amorim est vraiment nécessaire. Il faut le soutenir. Et là, avec cette interview, je vois le soutien du board pour le coach. Donc voilà, maintenant aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail qui s'effectue dans les bureaux, etc. Mais il faut aussi voir ce qu'ils vont apporter sur le terrain. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. Donc, oui, c'est ça. Je pense c'est-à-dire Amorim, a fait du bon travail dans les circonstances actuelles. Tout le monde s'attend à des miracles du jour au lendemain. Ce n'est pas la vraie vie. Vous avez vu la performance d'hier, j'ai trouvé que c'était une performance vraiment impressionnante. Les joueurs n'auraient pas pu travailler plus dur. Ils n'auraient pas pu être plus engagés. Et si vous regardez les noms sur le banc, il n'y a pas beaucoup que vous reconnaissez, n'est-ce pas? La moitié de l'équipe est absente. Si vous regardez les 8 joueurs les mieux payés du club, c'est-à-dire 50% d'entre eux ne sont même pas disponibles pour Ruben Amorim. Je pense qu'il a fait un travail fantastique. Et là, c'est un fait. 50% des joueurs les mieux payés du club, ils ne sont pas disponibles. C'est un fait, les gars, encore une fois. Certes, Ruben Amorim a des débuts difficiles à Manchester United, mais il faut voir les contextes aussi. Le contexte n'est pas simple pour Ruben Amorim. Et justement, Ratcliffe le sait. Le board le sait. Maintenant, à nous les fans de mieux comprendre tout cela. Donc, pour finir, ça vaut la peine d'être impopulaire si c'est pour procéder à des changements qui permettent à Manchester United de retrouver sa place. Voilà les gars. Pour moi, cette interview-là, c'était vraiment intéressant. Il a lâché beaucoup de choses. Il a parlé de son soutien à Ruben Amorim. Il a parlé de pourquoi le club, ils sont là. C'est parce que le club, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans un moment où le club perdait de l'argent. Donc, il est revenu sur les transferts, il est revenu sur les choix. Donc en fait, il a abordé tous les thèmes. Mais ce qui me dérange, c'est que cette interview-là devait exister depuis le début. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés à Manchester United, ou même quand Ruben Amorim était arrivé à Manchester United, ils auraient dû nous présenter tout cela. Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. J'espère aussi que ça vous a fait plaisir de découvrir tout cela. Donc, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.